Bonjour, on va vous présenter notre étude qu'on a réalisée dans le cadre de l'obtention de notre DU en soins de développement cette année. Donc, c'est une balade en forêt à la découverte de son bébé pour diminuer l'anxiété. Donc, nous travaillons à l'hôpital Nord de la PHM à Marseille. C'est une maternité de niveau 3. On a 74% des familles qui habitent dans les Bouches-du-Rhône. En 2022, on a eu 2508 naissances, dont 18% de prématurées. 18,4% des naissances sont transférées en réanimation ou intensif ou néonat. Nous sommes dans le service du professeur Tosello. Donc, notre service, c'est 16 unités de soins intensifs. 2 unités. Pardon. Unités de soins. 16 lits de soins intensifs et 5 lits en néonat. Donc, on a eu 464 entrées en 2022, dont 65% via réanimation. 70% de nos bébés sont des prématurés. On avait 65% de prématurés en 2021, donc c'est stable. On a 41% des sorties qui se font par transfert. Alors, notre équipe, c'est une cadre sup, une cadre de santé. On est 45 infirmières ou puéricultrices. On a 6 auxiliaires, une psychologue, une kiné, une psychomotricienne, une orthophoniste, une assistante sociale et 5 ASH. On a aussi une coordinatrice de soins qui partage son temps entre la réanimation néonatale et notre service. La puéricultrice de PMI qui vient faire les liaisons, préparer les liaisons, et une autre puéricultrice qui vient faire les tests auditifs tous les matins. Et nous, alors, si on est engagé. Tout est dans les soins de notre... Donc, on est engagé, le service est engagé dans les soins de développement depuis 2015. On est 5 formés au DU soins de développement et on a une partie de l'équipe qui a fait la formation FINE niveau 1 cette année. Et on a tout, à part les nouvelles arrivées, on a tout le monde qui est formé aux soins de développement sur site, en fait. Il y a quelqu'un qui vient. On a fait une formation initiale dans le service avec l'équipe des soins de développement. Et on participe, on a des groupes de travail pluridisciplinaires. Et nous, donc, Cécile est infirmière dans le service depuis 2015 et moi, je suis puéricultrice, infirmière dans le service depuis 2011. On est toutes les deux engagées dans les différents projets du service. Donc, on fait partie des groupes oralité allaitement et soutien à la parentalité. Donc, on a fait le DU en soins de développement l'année dernière et Carole, elle a un DU en allaitement et elle fait des consultations en allaitement depuis mai de l'année dernière. Alors, pourquoi on a choisi de faire cette étude? On sait que la prématurité, c'est une expérience traumatisante pour les parents. Ils le disent, c'est un choc. Ils ont un sentiment de culpabilité, d'impuissance. On est face à des parents désemparés qui se disent inutiles. Ils ont un sentiment d'échec et d'incapacité à remplir leur rôle premier, à savoir nourrir, protéger, soigner et apaiser leur enfant. Et tout ça, c'est majoré par l'incertitude quant au devenir de l'enfant. Donc, ça crée une anxiété parentale et des réponses souvent inadaptées aux besoins spécifiques du prématuré, avec des dystimulations. On sait que l'état de stress post-traumatique perturbe la mise en place des interactions et la capacité à communiquer avec l'enfant prématuré. Mais aussi des difficultés à reconnaître les signaux et à s'y ajuster. Et ça risque d'aggraver les troubles du développement futur du prématuré. Alors, les études montrent l'impact négatif de l'anxiété parentale sur le développement à venir du prématuré, avec des difficultés affectives, cognitives et comportementales. L'importance de l'implication précoce des parents dans le processus d'attachement dans une situation de stress. Elle montre aussi que le soutien et l'accompagnement des parents favorisent une implication précoce et des sollicitations ajustées à leur bébé, d'où l'importance des programmes parentaux débutant dès l'hospitalisation. On retrouve comme programmes parentaux, par exemple, NIDCAP ou l'IBAIP, qui sont directement en lien avec les travaux de Brazelton. Donc, les soins de développement, ils s'appuient sur 2 piliers, on l'a vu, c'est l'ensemble des stratégies environnementales et comportementales qui visent à favoriser le développement harmonieux du nouveau-né, mais aussi il y a l'intégration progressive des parents dans la réalisation des soins. Donc, il y a nécessité de s'appuyer sur l'observation partagée du bébé pour que les parents soient de plus en plus autonomes et confiants en leurs capacités. Donc, tout ça, ça nous a mené à une réflexion en équipe autour de cette parentalité en souffrance et de cette anxiété, avec l'élaboration d'un outil, donc la forêt de bébé qui comprend 6 arbres, pour mieux comprendre l'enfant à travers toutes ses dimensions, harmoniser les discours soignants, aider les parents à découvrir leur bébé et trouver leur place de parents, et améliorer la qualité des soins. Et cet outil sera utilisé par l'ensemble des professionnels et destiné aux parents.
Et donc, à travers notre étude, on a cherché à savoir si l'arbre des connaissances comportementales permettait aux parents de les rendre autonomes et confiants en leurs capacités dans les soins qu'ils donnent à leur enfant. Alors, comment on s'y est pris? Alors, on a choisi de tester un seul arbre pour notre mémoire du début. Donc, mon bébé qui est tu, donc c'est l'arbre des connaissances comportementales. Il est centré sur l'observation du bébé. Il nous a semblé important que les parents le connaissent rapidement après la naissance. Donc voilà, ici c'est l'arbre. Et il y a sa fiche explicative qui n'est pas exhaustive. Elle sert de support à la discussion et aux échanges avec les parents et à l'observation partagée. Donc par exemple, dans l'arbre, là, il y a un item je sais quand tu es stressé. Et sur la fiche explicative, on va retrouver les signes de stress tels que le hoquet, le bâillement, l'éternuement, les mouvements de défense. Et pareil, je connais les appuis et les contacts qu'il te faut. On rappelle aux parents qu'in utero, l'enfant, il a une enveloppe naturelle dynamique et qui lui permettait justement de se réguler, de se remettre en flexion, etc. Et que en vie extra-utérine, c'est compliqué pour lui et on va recréer les besoins dont il a besoin. Pardon, les besoins nécessaires. Voilà. Donc, on a choisi comme élément de mesure pour notre étude l'anxiété parentale. Pour cela, on a utilisé un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, on a pris la STECA. C'est un questionnaire de 20 questions qui sont cotées sur 80. Donc là, les questions. Et parallèlement, on a aussi récolté des données socio-démographiques et sur le contexte de naissance et la période néonatale. Ça nous paraissait intéressant de les relier à l'anxiété. Donc, pour notre étude, on a fait 2 groupes, un groupe témoin et un groupe test qui avait l'arbre, et on a aussi donné un questionnaire de satisfaction par rapport à cet arbre. On avait en critère d'inclusion, c'était tout parent de bébé d'un âge gestationnel inférieur ou égal à 34 semaines. En non-inclusion, c'était les parents qui ne parlaient pas français ou qui ne savaient pas lire. Et nos critères d'exclusion, c'était les parents qui ne venaient pas au moins un jour sur 2 ou les parents transférés, sortis ou décédés dans les 15 jours suivant la distribution. On a distribué nos questionnaires pendant 28 jours en alternant les 2 groupes et on s'était rajouté 10 jours. Parce qu'on avait un objectif d'inclusion de 30 bébés par la période. Et on a choisi 2 temps de cotation de l'anxiété parentale, T0 et T15. Et T0, ça faisait office de notre office de référence du niveau d'anxiété parentale. Alors, les résultats, on a pu inclure 22 parents, mais on en a exclu 9. Donc, au final, on n'a eu que 13 parents dans l'étude. On a pu interroger les 2 parents pour 2 enfants. Donc, ces 2 parents, ils étaient dans le même arbre. Même groupe. Même groupe, pardon. L'âge moyen était 33 ans. On avait 64% de primipares et on avait une maman qui avait déjà eu un bébé prématuré pendant l'étude. Concernant les âges, en orange, on voit l'âge gestationnel des enfants. Donc, en moyenne, il est de 29 semaines plus 2 jours. En bleu, complètement à droite, c'est les âges corrigés au moment du début de l'enquête. Donc, en moyenne, on est à 33 semaines plus 5 jours pour un âge réel de presque 33 jours. Donc, ça montre une certaine distance du début de l'enquête par rapport à la naissance des enfants inclus dans l'étude. On a pu distribuer les questionnaires dans les 15 premiers jours de vie pour 4 enfants et même une semaine de vie pour 2 enfants. Et les petites astérisques rouges, c'est les enfants qui sont dans le groupe arbre. 7 enfants, donc 9 parents. Alors, par rapport aux comorbidités, on a eu 17% des enfants qui ont eu une entérocolite, 31% une bronchodysplasie, 4% ont eu des atteintes neurologiques et 48% étaient porteurs de voie veineuse centrale. Par rapport au contexte de naissance, on avait 100% de menaces d'accouchement prématuré, 82% de mamans qui étaient hospitalisées en grossesse à risque, un contexte infectieux pour 18%, un retard de croissance intra-utérin pour 36% et une hypertension pour presque 5%. Et on était en pleine période Covid, pourtant on n'a eu aucune maman Covid au moment de la naissance. 85% des bébés pendant l'étude, ils sont nés par césarienne. Et on a eu 2 grossesses gémellaires et dans les 2 cas, un des 2 jumeaux est décédé pendant l'étude. Et par rapport aux catégories socio-professionnelles, donc on a eu 38% d'employés, 23% de professions intermédiaires, 1% de cadres et 8% de chefs d'entreprise. Concernant l'anxiété, à T0, le niveau il est faible, avec un score de 44 sur 80. À T15, il est aussi faible, avec 40 sur 80.
Et on peut remarquer que le niveau d'anxiété des pères, c'est les astérix bleus, il est très faible. Il n'y a qu'une maman qui a un niveau d'anxiété qui est très élevé. Alors, on a observé pour 3 parents une augmentation de 4,6 points et ces 3 parents étaient dans le groupe arbre. Pour les 10 autres. Oh, pardon. Pardon. Donc, pour les 10 autres, la baisse est similaire, quel que soit le groupe. Et, par contre, on note quand même que pour 2 parents, elle a été de 15%. Et tous ces 2 parents étaient dans les 2 groupes, le groupe arbre et l'autre groupe témoin. On a aussi fait un questionnaire de satisfaction par rapport à l'outil avec des questions ouvertes. Il en ressort que pour 100% des parents, il y a une meilleure compréhension de leur enfant. Le temps d'explication et d'accompagnement a été apprécié à 100% et le contenu explicite et complet pour 85% d'entre eux. Pour 78% des parents, l'outil aide à interpréter les signes d'inconfort et à adapter leurs gestes. Il apporte des réponses et permet de se sentir moins perdu et aide à se sentir moins anxieux. 22% des parents trouvent que l'outil les a aidés à trouver leur place. Par contre, il y a 33% des parents qui auraient aimé avoir l'outil dès la naissance. On l'a vu, on a commencé l'enquête à presque 33 jours de vie en moyenne. Et il y a même une maman qui a eu l'outil à 64 jours de vie, donc très tard. Deux parents, pas deux papas, deux parents, c'est les parents du même enfant, trouvent que par contre l'outil les a pas aidés à se sentir plus à l'aise. Au contraire, il a fait émerger de nouveaux questionnements anxiogènes, notamment par rapport aux instabilités cardio-respiratoires. Et 3 parents trouvent que cet outil n'a pas du tout eu d'influence sur leur anxiété. Alors pour un, l'anxiété a augmenté de 7 points. Par contre, pour les 2 autres, le niveau d'anxiété avait quand même diminué. Globalement, le temps passé avec l'infirmière pour observer le bébé a été apprécié. Pour un des parents, seule la fiche explicative est nécessaire. Pour un autre, elle n'est pas assez synthétique. Et une fuite sur les pleurs a été appréciée pour un des parents. Il ressort aussi que les parents auraient apprécié des photos pour illustrer les items, pour que ça soit plus parlant et qu'ils s'approprient plus vite les items. Et il y a un papa qui aurait aimé qu'il y ait une certaine hiérarchie dans l'acquisition des items par rapport à l'importance à acquérir. C'était le papa qui était anxieux par rapport à l'instabilité. Donc au final, on a rencontré des freins pour réaliser notre enquête. On était seulement 2 pour présenter, distribuer et faire le suivi de tous les arbres. C'est surtout ça. Et après aussi pour analyser, pour faire les tableaux, etc. C'était une période compliquée. On était en plein pendant la pandémie, donc on avait des parents et des personnels qui étaient touchés. C'est une période où on avait beaucoup plus de mouvements que d'habitude. Il y avait énormément de transferts vers des niveaux inférieurs. Et c'était une période particulière. On avait des tout petits très instables et beaucoup de termes polymal formés. Donc, on a eu des difficultés pour réaliser notre étude. Et ça a pu entraîner des biais dans les résultats. Alors, le premier biais qu'on a relevé, c'est le temps inégal qu'on a accordé à chacun des parents. Mais est-ce que c'était vraiment un biais? Parce que finalement, ils se sont rapidement appropriés les items de l'arbre. Le deuxième biais, c'est qu'on a utilisé que la grille Stay Eta et pas la grille Stay Trait. Alors, on aurait peut-être eu des résultats différents, mais on avait déjà 2 temps de comparaison pour notre étude et ça nous suffisait vu le temps court qu'on avait pour réaliser notre étude. Le biais numéro 3, c'est que notre échantillon est trop petit, avec une durée d'enquête trop courte, avec peu d'inclusion et une durée d'évaluation trop longue, entraînant des exclusions. Et le dernier biais, c'est que on n'avait que 9 parents sur 13 on avait 9 parents sur 13 dans le groupe arbre, donc on n'avait que 4 dans le groupe témoin, et donc les 2 groupes n'étaient pas homogènes. Et ça vient du fait des exclusions, des critères d'exclusion qu'on avait. Donc il ressort de l'enquête que le niveau d'anxiété n'est pas influencé par le niveau d'études ni par les catégories socio-professionnelles. Sachant que c'est les catégories socio-professionnelles qui sont retrouvées dans les résultats, ce n'est pas du tout le reflet de la population qu'on a dans notre service. Parce que là, c'est vraiment les professions hautes, alors que nous, on est plus dans la précarité. Le niveau d'anxiété, il n'est pas non plus influencé par le degré de prématuré, ni par la durée d'hospitalisation, ni par les comorbidités antérieures. On s'est aperçu qu'un enfant qui a eu une entérocolite bien avant le début de l'enquête n'a pas joué sur le niveau d'anxiété des parents au moment de l'enquête. Par contre, l'anxiété, elle est influencée par le sexe et les antécédents de prématurité.
On le voit, les papas, les trois papas, ils ont tous une anxiété très faible. Et la maman qui a le niveau d'anxiété le plus bas, c'est la maman de Raphaël, avant-dernière. Et c'est la seule qui a déjà eu un prématuré. C'est aussi influencé par les comorbidités qui sont vécues autour des temps d'évaluation de l'anxiété. Par exemple, une entérocolite, une sepsis, ça joue sur l'anxiété maternelle et parentale. Par rapport à la variation du niveau d'anxiété entre T0 et T15, on peut dire qu'elle est non significative. On a juste eu une baisse de 5,3 points sur 80 en moyenne. On a même vu une augmentation pour trois parents, donc c'est à constater 2 enfants. Ils sont tous les deux dans le groupe arbre. Mais quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a eu des événements significatifs autour de T15. Donc Valentin, qui était stable, est en autonomie alimentaire depuis très peu et il fait des bradycardies profondes sur reflux. Et Madeleine a eu 2 jours avant T15 une entérocolite, elle est à jeun et elle est asthénique, donc on est face à des parents très stressés, angoissés. Parallèlement, on a eu une baisse de moins de 12 points pour 2 parents. Ils sont dans des groupes différents, donc on peut se poser la question de l'influence de notre outil. Et là aussi, quand on regarde de plus près, à T15, il se passe des événements significatifs. Donc Augustin qui voit son état de santé s'améliorer et il a son transfert qui est prévu dans un niveau inférieur. Donc si ça a été très anxiogène au moment de l'annonce, on a une semaine de l'annonce et les parents sont plutôt très impatients. Et le petit Noah, qui est un bébé de Nice, on a enfin pu organiser son rapatriement sanitaire. On a eu du temps. Et la maman est très heureuse parce qu'elle va enfin pouvoir retrouver sa fille qu'elle n'a pas vue depuis 3 semaines. Voilà. Donc finalement, l'état de l'enfant à l'instant T semble influencer le niveau d'anxiété. Parallèlement, on a observé une diminution de 3,75 points pour les parents du groupe arbre suivis régulièrement contre 0,6 pour les autres du groupe arbre, ce qui montre quand même l'importance du suivi rapproché des parents pendant l'utilisation de ces arbres. Donc on n'a pas vu, même si on n'a pas vu d'amélioration significative à T15, 18% des parents ont le sentiment que l'outil les a aidés à se sentir moins anxieux, moins perdus et à trouver leur place de parents. Et donc, même si l'impact de notre arbre n'est pas significatif au niveau des chiffres de l'anxiété, on peut dire qu'il existe puisqu'il y a ce sentiment parental très positif par rapport à l'anxiété. Donc, pour conclure, la présence de parents est essentielle. L'accompagnement et le suivi régulier sont très importants. Le niveau d'anxiété et l'état de santé du bébé sont très liés. Et notre étude pilote n'a quand même pas montré que l'arbre diminue l'anxiété. Pour autant, cet outil a toute sa place dans notre service, puisqu'il permet d'identifier les besoins du bébé. Il sert de support dans l'apprentissage progressif des spécificités de l'enfant et il permet des soins adaptés à son âge, à son développement et à ses vulnérabilités. Et tout ça, ça passe par l'observation individualisée et partagée. Alors, notre outil global, c'est bien une forêt de 6 arbres d'accompagnement et de construction de la parentalité à destination des parents par l'intermédiaire des soignants. C'est un projet individualisé avec des recommandations de soins évolutives qui nécessitent l'implication des parents et demandent un suivi adapté à la progression du parent dans la rencontre et l'observation de son enfant. Il permettra ainsi la continuité des soins à la sortie. Et cet outil sera utilisé par toute l'équipe et auprès de tous les enfants, pas que les prématurés. Ça permettra une cohésion des discours et il serait intéressant dans un autre cadre d'évaluer l'impact de cet outil dans le sentiment de parentalité et des capacités parentales. Pourquoi pas à la sortie, voire à distance de la sortie quand il y a des réunions avec les médecins. Tout ce travail, ça s'intègre dans les recommandations des premiers jours. Donc, cette étude a eu une double finalité. D'abord, elle a permis l'évaluation d'un arbre de l'outil et elle a relancé la dynamique des soins de développement au sein de notre service qui s'était un peu essoufflé avec le Covid. Et donc, il nous restait à planter le premier arbre pour que notre forêt se trouve au cœur de la triade. Alors, on va vous présenter succinctement la forêt. Donc, c'est 6 arbres. Ils sont numérotés, mais il n'y a pas d'ordre de planté hiérarchique. Voilà. Donc, le premier arbre, ça représente les premières rencontres que le parent vit avec l'enfant. Donc, ça passe par la présentation du service, tant physique, mais la présentation des appareillages qui sont toujours anxiogènes, la régularité l'organisation des tours, etc., pour que le parent puisse trouver sa place.
les premiers pot à pot aussi, à tous les premiers moments avec l'enfant. Le deuxième arbre, ça reprend les rencontres qui sont proposées au sein du service. Donc, les rencontres avec les différents professionnels, la psychologue, la psychomotricienne, l'orthophoniste, Chanter pour bébé. la kiné, j'ai oublié la kiné, et les temps aussi plus collectifs. Donc, il y a les ateliers chanter pour bébé, les ateliers portage, les réunions de sortie. Le troisième arbre, c'est celui qu'on a présenté, donc sur l'observation comportementale et qui permettra la réaction adaptée du parent auprès de son enfant. Le quatrième arbre, donc, c'est je t'apprends à manger, avec le côté un peu allaitement maternel, avec les mises au sein à plaisir pendant le pot à pot, le don de colostrum, le DAL, l'allaitement aussi avec le lait artificiel, les sollicitations olfactives et gustatives, la prise des biberons, les différents modes d'alimentation par la sonde gastrique, l'alimentation en tuile poussée par les parents, l'alimentation à la demande, etc. Je prends soin de toi, donc ça c'est le cinquième arbre. Il concerne tous les soins à l'enfant, donc le change, le bain, et on revient aussi sur le respect du sommeil et des rythmes et l'importance du pot à pot. Le dernier arbre. Donc, nous allons bientôt rentrer à la maison. Ce sont les essentiels à connaître avant la sortie. Donc, les soins du quotidien, le choix du pédiatre, donner les traitements, la température de la chambre, les conduites à tenir en cas de fièvre, et tout ça pour éviter le stress au retour à la maison. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce beau projet? Le projet de service donc, est validé par la direction de l'hôpital. C'est un projet qui demande un changement global des pratiques et l'appropriation de nouveaux outils. Donc, ça prend du temps. La présentation de l'équipe est en cours. Parallèlement, on a commencé à avancer sur les outils de diffusion auprès des parents. Donc, c'est un projet de film dont le financement a été validé. Donc, ça va être des présentations physiques des services, mais aussi de certains soins, Installation du bébé, les signes de stress, les bains. Peut-être des vidéos sur l'allaitement. On est en train de réfléchir. Et ça a aussi permis de relancer la discussion dans les groupes de travail, notamment par rapport à comment on va diffuser cet outil et à quel rythme. Parce qu'au départ, on avait une idée de donner un peu un livret, mais en fait, on s'aperçoit qu'avec l'étude, il faut faire arbre par arbre et de ne pas submerger les parents d'informations. Et la présentation d'un arbre, celui qu'on avait choisi, l'arbre 3, ça prend à peu près 1 heure, enfin, un peu plus d'1 heure en tête à tête. Et après, il y a tout ce suivi derrière pour que le parent voit les items. Donc, c'est beaucoup d'infos, il faut y aller tranquille. Des références bibliographiques. Et voilà, merci. Merci de votre attention. Grand merci, mesdames. Effectivement, mettre en place un nouvel outil, l'évaluer, l'améliorer encore, réévaluer sa pertinence, en quoi il peut être utile, sur quoi il agit, c'est une méthodologie. On voit que vous êtes à l'œuvre et peut-être il y aurait encore à refaire, mais on sent que ça y est, ça part bien, votre plantation. Alors, c'est intéressant parce qu'au JFRN, il y avait un autre service l'année dernière qui avait présenté, c'était un jardin et c'était des fleurs, mais c'était sur le même principe d'observation et de participation des parents. Il faudrait que je retrouve quel était le service, mais il y a quelque chose autour du jardinage quand même. Hein. Et d'être bien enraciné pour débuter dans la vie, c'est pas mal, et dans la relation aussi. Alors, quelques remarques, échanges, partages dans la salle? À distance? À distance? Dis-nous, Pascal. Le deuxième arbre et le cinquième arbre. Voilà, le deuxième arbre et le cinquième arbre. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas spécifié. Le deuxième arbre. Ces arbres. Là, il manque un item, il manque les réunions de sortie. Il manque les réunions de sortie. Le deuxième arbre et le cinquième. Allez, c'est chose faite. Voilà.